Bonjour et bienvenue à cette deuxième exploration vocale. Donc, bonjour Frédéric. Salut, bonjour. Et dans cette deuxième exploration vocale, aujourd'hui, on reçoit M. David Mendez, qui est un animateur podcast et qui est aussi titulaire, et avant tout, je pourrais dire titulaire, d'un doctorat en biologie cellulaire. Biologie cellulaire, exactement. Et M. Mendez est hôte d'un balado qui vise vraiment à faire cheminer les jeunes étudiants en cycle supérieur dans leur vie pour leur faire vivre une adaptation à tous les niveaux avec son podcast Au-delà de la thèse. Et aujourd'hui, nous avons invité à la table M. Mendez pour discuter justement de l'humanisation de la voix. Hein? Son rôle d'animateur, de hôte d'un podcast, l'a amené à interviewer beaucoup de monde, l'a amené à explorer différentes avenues aussi pour ajuster, rendre les gens confortables. Donc, M. Mendez a une belle ajout à nous faire par rapport à l'humanisation de la voix. Donc, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur, c'est la première fois que je rencontre vraiment quelqu'un dans cet univers-là, qui a un doctorat, c'est du haut niveau. Vous avez une première question? Ou... Est-ce que vous avez une première question? Si j'ai une première question... Oui, je vous vois quand j'ai un docteur sur place. Y a-t-il un docteur dans la salle? On pourrait juste demander à David, oui, justement, quel rapport tu as avec ta propre voix maintenant, à ce jour? Là? À ce jour. Oui. Donc, c'est intéressant parce que donc cette aventure de balado a commencé pour moi en 2019. Avant ça, je ne faisais pas de balado. Avant ça, j'étais plutôt introverti. Quand j'étais jeune, un peu comme Adèle, j'étais plutôt timide. Et j'étais plutôt du style, au doctorat par exemple, comme le disait Fred, à être devant un groupe de monde. Il fallait que je parle de ma recherche et ça se sert. Et là, il n'y a plus rien qui sort. Un peu d'anxiété ou c'est ça. En tout cas, difficulté à faire sortir ma voix. C'est une situation étrange, sentir qu'on a des mots à dire. C'est fou, ça. Ça ou veut pas de salive qui arrive. Là, salive, c'est sec, etc. Et je suis rendu aujourd'hui, après ces 6 années de balado, à non seulement continuer d'inviter des gens, puis de leur faire partager leur histoire, aussi à maintenant être sur scène devant des jeunes étudiants, à donner des conférences. Donc, il y a une évolution. Ma relation avec ma voix a vraiment évolué dans ces 6 années grâce au fait que j'ai lancé ce balado. Après, ma relation avec la voix en général dans cet exercice d'au-delà de la thèse, où, dans le fond, j'essaie de faire venir des gens pour partager leur parcours. Puis, c'est le parcours pendant le doctorat ou la maîtrise, mais c'est beaucoup aussi la transition à ce qui vient après, qui donne beaucoup d'anxiété à plein de monde parce que c'est pas une ligne droite, finir avec un diplôme comme ça et après trouver un emploi. En tout cas, on va pas rentrer dans les détails du pourquoi et du comment, mais il y a plusieurs choses qui sont difficiles dans cette communauté-là, dont les gens qui décident d'arrêter leur thèse. Il y a un tabou là-dessus. Les gens qui décident de quitter le milieu académique et aller faire... par exemple, de l'art scientifique, de la communication scientifique. Et donc, dans ce balado, la chose que je me suis... la mission que je me suis donnée, c'était même, plutôt que de faire sortir ma propre voix personnelle, moi je restais plutôt en retrait, c'est de mettre de l'avant la voix de ces personnes-là qui avaient ces trajets peut-être un peu tabous, peut-être un peu différents. Et donc, ma relation avec la voix, c'est que c'est un outil qui permet aux personnes surtout quand elles ont des histoires qui sont un peu différentes ou par rapport auxquelles elles peuvent avoir des peurs des fois de les partager ou ça m'est souvent arrivé des gens qui partagent, il y a des choses difficiles, personnelles qui se sont passées pendant cette transition-là du doctorat à l'après, de pouvoir les faire venir à mon studio et de les mettre assez à l'aise pour qu'elles donnent cette voix puis qu'elles puissent raconter cette histoire-là et que ça puisse inspirer d'autres gens ou pas juste inspirer, mais aussi des fois des personnes qui sont un peu dans ce silence de je vis quelque chose, mais je pense que je suis la seule personne à le vivre, de s'identifier puis de pouvoir après elles aussi utiliser leur voix pour
pour en tout cas, faire avancer leur histoire. Donc, est-ce que tu dirais qu'en trouvant sa voix, on trouve notre voix? Parce que il y a plusieurs jeux de mots à faire avec voix. On va se mettre sur la bonne voie, etc. Oui, Bien, c'est mais... souvent ça, parce que souvent, tu es perdu un petit peu, tu ne sais pas trop, tu cherches ta voix, mais là, en trouvant ta voix, tu... Mais complètement. Puis dans mon cas, vraiment, c'est ce qui s'est passé avec moi. Comme je disais, avant, si on retourne en 2018, jamais, si on me demandait est-ce que un jour tu te vois derrière un micro, devant des caméras, et à produire du contenu, puis à te mettre toi de l'avant d'une certaine façon, ou à être sur une scène, non. Et en m'étant donné ce projet d'enregistrer ces conversations, de les travailler, puis de les partager, puis de me dire, je continue, puis 6 ans après, oui, il y a un cheminement qui s'est fait à l'intérieur de moi. Ma voix, ma conscience de ma voix a changé. Oui. Et 2, ce que je me permets de faire ou de m'imaginer faire avec ma voix a complètement changé aussi. Est-ce que tu fais du balado seulement avec un micro puis des écouteurs, là, sans image? Ou est-ce que ça a évolué? Ça a commencé comme ça, mais Ouais. là j'ai un mini-studio et là, Ouais. je suis capable d'inviter les gens puis de filmer sur place parce qu'aujourd'hui, c'est aussi important pour la promotion d'avoir un registre vidéo pour pouvoir, en tout cas... Bien, et puis de plus en plus, dans le fond, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que l'image, ton bien-être dans ton visage, dans ton corps, dans ta façon de te tenir, va passer par ta voix. Oui. Puis tu peux enlever l'image, puis on va avoir la même voix, mais on va sentir que tu as trouvé une nouvelle façon de t'exprimer puis de passer tes émotions dans une voix. Mais puis c'est souvent, j'ai eu la même observation. Moi, faire des exposés oraux, là, primaire, secondaire, là, c'était c'est 2 semaines d'avance. Tu apprenais un texte par cœur, puis tu ne sais même plus ce que tu as délité après. Ouais. Puis c'est comme si tu voulais justement pas avoir ce stress-là tout au long de ta vie. Tu ne sais pas ce que tu deviens à 15 ans, 14 ans, tu ne sais pas ce que tu vas être, mais finalement, tu ferais une école pour avoir à performer avec ta voix, puis là, je suis devenu ce que je suis présentement. Puis ça met une aisance partout, là. Oui. Public, petit, grand, moyen, famille, amis. Oui, voilà, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mais après aussi, ce que j'ai découvert, c'est que cette voix qui, avant ça, était juste à l'intérieur de moi, ou en tout cas était juste avec mes proches, en tout cas, elle me permet de donner la permission à d'autres personnes d'utiliser la leur. Parce que ça, on en parlait. Ouais. Mais c'était ça ma question un peu, parce que moi, je suis assise... avec 2 animateurs. Tu as déjà été animateur. Ouais, comment on fait, justement, comme animateur pour rendre les gens confortables par rapport à leur propre voix? Qu'est-ce que nous, on peut faire avec notre voix? Ou comme c'est exactement, je pense, là où tu t'en allais, mais c'était vraiment ma question. Tu t'appropries ta voix, là. Ouais. Mais là, une chose que j'ai découvert, qu'on m'a dit, même ma sœur m'a dit, parce que là, elle écoute mon balado, puis elle est en Europe, puis elle dit que ma voix... Elle trouve qu'elle est de la façon que je fais mes entrevues, elle est, juste le terme anglais qui me vient, mais qui soothing, elle inspire apaisante. Merci, apaisante. Désolé. Est apaisante. Et donc, une des choses que j'essaie de faire, c'est d'être toujours dans cette espèce d'émotion-là quand je parle à des gens, surtout quand je vois qu'eux, il y a du stress de leur côté. Mais après, mon rôle... Ce qui a marché à date, ça va un peu avec ce qu'on disait avant, c'est de désamorcer l'émotion qui est en train de les faire penser qu'ils ne vont pas être capables de performer. Donc, c'est de leur dire, regarde, y a pas souvent, la conversation, c'est 1, on n'est pas en direct, 2, il n'y a pas de stress, 2, tu es dans un safe space, comme on dit en bon français. Et donc, c'est vraiment en les aidant à gérer l'émotion, souvent, ça se replace, leurs émotions baissent et là, ils commencent à pouvoir parler. Après, il y a des personnes qui ont vraiment une opinion très forte sur le type de voix qu'ils ont. Et là, il y a des personnes que j'ai jamais réussi à avoir parce qu'elles disent non, je ne veux pas, j'aime pas m'entendre, fait que je vais pas passer en entrevue. Mais c'est pour ça, les premiers systèmes de téléphone, lorsque tu avais un retour, parce que quand ils ont réalisé que la personne, ça ne s'entendait pas, elle criait dans le téléphone. Tu sais, les premiers téléphones avec l'acoustique, là. Puis tu entendais comme ça, puis là, tu parlais dans un micro. Mais là, tu t'entendais pas le retour. Donc, c'est là qu'on a commencé à penser au timbre de voix, puis à toute la façon dont on entend. Puis il y a des gens qui sont
Ben non, c'est pas moi qui parle, non, oui, c'est toi qui parles, c'est un retour de ta propre voix. Et moi, la question, c'est c'est quoi le plus gros obstacle? Est-ce qu'ils ont peur de changer complètement de personnalité? Ils ont peur qu'est-ce qu'ils font qu'ils abandonnent le programme ou croient moins à son évolution positive pour leur personne? Les personnes avec qui, en tout cas, j'ai plus eu à travailler, puis même celles avec qui ça n'a finalement pas marché, j'imagine que on écoute la radio, on écoute la télé, et il y a une espèce de standard de voix radiophonique ou de voix de télévision. Donc, quand on se compare, qu'on a une tendance plus à se comparer et qu'on a une voix plus aiguë, une voix qui griche plus pour différentes raisons, si on a tendance à être trop critique de soi-même, on ne va pas arrêter de faire cette comparaison. On va dire, je ne vais jamais être capable de performer comme il faut, cette personne. Mais moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est ta voix est belle comme elle est, puis tu as le droit à l'unicité de ta voix. Mais aussi les standards de voix, clichés, c'est moins là présentement. C'est moins là. C'est parce que maintenant, c'est plus l'image, la personnalité de la personne qu'on met en avant. Puis le thème de la voix, tu peux remarquer aussi, il y a des voix qui sont vraiment pas bonnes à seulement entendre. C'est pour ça que c'est des personnalités plus télévisuelles. Puis si tu entends juste quelqu'un à la radio, tu peux plus maintenant beaucoup commencer ta carrière avec seulement l'audio si tu n'as pas une bonne voix en santé et en confiance. Parce que Video Kill Radio Star, tout est parti là-dessus. Si tu n'avais pas de bonne voix, ben ça ne marchait pas. Mais maintenant, si tu n'as pas une bonne voix, ben c'est sûr que même avec l'image, ça ne marchera pas. Parce que si on fait juste entendre... Puis le côté apaisant, tu as tellement raison, les politiciens, les gens d'affaires, les gens qui contrôlent, qui ont des grosses choses à annoncer à la population. Juste pendant la pandémie, tout le monde était calme à la télévision. Tout le monde était calme. Il n'y avait personne qui disait « Hey, là, ça va mal. » Non, ça va bien aller. Puis le gars ou les autres autour de lui, c'est toujours comme « Yeah, c'est apaisant, c'est rassurant, c'est confortable. On fait notre possible. » Puis tu le fais bien. Puis si tu arrives à passer ce message-là aux autres pour qu'ils trouvent cette zone-là à l'intérieur de soi, ça ne va pas toujours être facile. Oui, c'est ça. Moi, à date, ça va très bien. Comme je dis, il y a quelques personnes avec qui ça n'a pas marché, mais c'est parce qu'ils ont une opinion très marquée sur leur voix. Mais c'est qui la clientèle? La clientèle, ça va être des jeunes chercheurs qui soient au doctorat, à la maîtrise, ou juste 1 an après le doctorat ou 2, et qui sont dans cette... Ils ont compris qu'il y a juste 1 sur 5 personnes qui peuvent devenir professeurs parce qu'il n'y a pas plus d'espace dans l'académie. Mais là, ils sont peu ou pas préparés à « mais si je ne fais pas ça, je fais quoi ?» Et donc, ça donne beaucoup d'anxiété, beaucoup de... C'est vrai que la performance du professeur, on oublie souvent ça, puis on n'est pas... à l'aise beaucoup avec les professeurs au Québec. Il en manque beaucoup, c'est ce que je veux dire. Puis faire la performance, ça doit être un niveau aussi assez important, ça, effectivement, pour les professeurs. Il faut que tu performes, il faut être ton outil, il faut que tu contrôles. Ouais. Moi, les bons professeurs que je me rappelle, c'est parce qu'ils étaient capables de... Je me souviens d'une prof d'histoire, on dirait qu'elle jouait les différents personnages qu'elle nous expliquait, puis on avait des bonnes notes. Oui. Puis... Donc oui, la performance puis la voix est super importante aussi. Mais je trouve ça intéressant aussi ce que vous avez dit tantôt par rapport à notre capacité maintenant à tolérer différentes voix, oui, je vais dire tolérer différentes voix. Parce que ça s'associe à l'image. Oui, c'est ça. Il y a moins... Il y a une hétérogénéité là, au niveau vocal. Puis tout ça aussi est lié avec... Tu as dit une phrase, David, qui est vraiment venue me chercher. Puis tu as dit, tu sais, comme, je vais convaincre la personne que ce qu'elle a à dire, c'est important. Donc, sa voix par laquelle elle va... Oui, c'est ça. Faut pas t'enlever ta voix, là. Oui, tout à fait, le caractère unique. Mais, tu sais, en début, la première question que j'ai dit, pas la première question, mais comment je l'ai introduit, David, c'était ça, c'était son regard humain face à la voix. Puis je pense que ça conclut bien si on dit que chaque personne est unique. Fait qu'il y a cette hétérogénéité-là et maintenant, il y a cette acceptance-là dans les médias, dans les podcasts, peu importe qu'est-ce qu'on écoute, mais il y a cette acceptance-là qu'on n'est pas obligé d'avoir une voix parfaite parce que, justement, elle représente diverses personnalités, elle représente diverses origines aussi. Donc, je pense que c'est le côté unique de la voix humaine. Hein? Oui. Puis c'est vrai que
dans les médias, on entend beaucoup plus de variété aujourd'hui. Oui, maintenant, Et, oui, mais il y a moins de clichés, mais tu sais, les voix sont aussi différentes que des yeux. Tu sais, tu peux identifier, tu sais, il y a la reconnaissance faciale, il pourrait avoir la reconnaissance audio aussi. Il y en a de plus en plus des systèmes comme ça. Avant de se faire copier par des intelligences artificielles, c'est ça qui est le pire enjeu pour ce qu'on parle présentement, c'est arriver à recopier un grain de voix unique, parce que ça, tout le monde a son grain de voix, sa voix. Ou à la changer à travers l'électronique, les micros, Ouais. filtrer, filtrer Ouais. les fils. C'est pour ça qu'il faut humaniser toujours la voix. Exactement. Je pense J'ai que conclusion. ça peut pas mieux conclure. Il faut humaniser la voix. Merci, David. Merci. Ça a été vraiment une merveilleuse rencontre de t'avoir autour de moi, avec moi aujourd'hui. Et Fred, merci aussi J'ai trouvé ma d'avoir voix. sti- Un, Belle deux tests. conversation. d'avoir stimulé la conversation. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci. Et je vais maintenant inviter Ingrid, ma collègue, qui va nous faire à nouveau un potin scientifique vocal. Voilà, je suis là pour le potin scientifique vocal, mais surtout pour le potin. Les potins, est-ce que ça veut dire que c'est vrai en général? Les potins, c'est pas vrai? Si, le potin, c'est vrai, Ouais, c'est mais que- c'est ce qu'on se dit un petit peu... Mais c'est aussi parce on avait dit que le projet Parlons Voix, c'était un peu pour jouer ensemble. Fait que si on dit à chaque fois que c'est notre capsule scientifique, Non, On c'est va un pas potin. s'amuser. on va pas Ah, s'amuser. s'amuse. Exactement. Chut, c'est juste entre nous. OK, d'accord. Je vais vous dire des choses. Mais moi, ce qui m'a frappé dans la conversation que vous venez d'avoir, mais déjà, c'est parti dans beaucoup de sens différents, donc ça va être dur de résumer en 2 minutes. Mais une des choses que David a dit, il a parlé de ses débuts au podcast. C'était dur de sortir sa voix, il disait. Et puis, ça m'a fait penser à un terme qu'on utilise en recherche, mais aussi en clinique, et c'est le conflict of speaking out. Donc, un conflit de sortir sa voix. Et ça rejoint justement ce système limbique dont on a parlé dans un épisode précédent, qui contrôle notre voix. Et puis, on peut se retrouver dans une situation où, en même temps, on a besoin, on a envie de parler, mais en même temps, on est pris de peur parce que, on a peur, on ne veut pas produire cette voix-là, on a peur de la situation, où on est une personne introvertie, donc en fait, on n'a pas vraiment envie de parler. Et nos muscles se retrouvent pris dans un conflit. Encore nos muscles se retrouvent pris dans un conflit, a conflict over speaking out, un conflit de parler ou de ne pas parler. Ça envoie des signaux contradictoires aux muscles vocaux. Et ça, au final, ça peut finalement faire qu'on se retrouve dans une clinique vocale parce que ça va aller si loin qu'on peut développer un trouble de la voix qui va s'appeler un trouble de tension musculaire, justement. Donc, ça me faisait penser à ça. Est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle zone? Parce que c'est de l'inconnu? C'est de l'inconnu, Okay. c'est vraiment une duplicité finalement dans notre personnalité. Et puis ça rejoint cette idée de trouver sa voix. D'accord. Donc avant d'avoir trouvé réellement sa voix, on peut se retrouver à une croisée de chemins. Quel chemin est-ce qu'on prend? Si on hésite trop, on se retrouve bloqué. Okay. C'est la même chose qui se passe avec notre voix. Elle se retrouve prise dans notre gorge. Ça peut arriver. Maintenant, la suite de ça, c'est David parlait, il a dit ma relation avec la voix. Donc, il a parlé de sa voix comme quasiment d'un autre personnage avec qui il peut avoir une relation. Une conversation. Une conversation, ou en tout cas une Ouais, c'est relation. un autre problème neurologique aussi. Là. Si tu C'est, commences à parler avec tes voix. Oui, mais Oh. on pourrait totalement faire ce lien-là, parce qu'en fait, quelque chose qui est très intéressant, c'est que notre cerveau va percevoir notre propre voix Ouais. d'une manière bien spécifique. Il va coder notre voix quand il va entendre Mais la ta petite voix voix. intérieure, des fois. Eh bien, Est-ce que c'est la parfois, même? mais justement, on a des hypothèses actuellement de se dire qu'en fait, justement, quand on entend des voix, c'est quand la capacité de notre cerveau de différencier ce qui provient de l'extérieur et de ce qui provient de l'intérieur, justement, est perturbée. Et donc, on peut entendre ces voix-là. Mais ce que je trouvais encore plus intéressant, attention, laissez-moi 2 secondes pour retomber là où je voulais venir. On va couper. T'es comme allé trop vite. T'es allé trop vite sur ma. Tu t'as devancé. Sur la voix? Non. OK. Voilà. Je te pose une question. Je reviens sur mon track. Donc, on perçoit que c'est notre propre voix. Et puis, c'était toute cette histoire aussi de personnes qui viennent au podcast de David et qui ne veulent pas entendre leur propre voix. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que
à tous les jours, on parle et on entend notre voix de l'intérieur de notre corps. Donc ça, de nouveau, c'est pas vraiment nos muscles, mais c'est notre physiologie. Quand on perçoit des sons, on les perçoit par la voie aérienne, donc ils sont conduits dans nos oreilles par l'air, et ça fait vibrer nos tympans, mais ils sont aussi conduits par la voie osseuse. Et ça, c'est quoi? C'est des vibrations. Il y a nos os qui vibrent. Et puis ça va rentrer différemment dans notre système auditif. Et la vibration osseuse va porter d'autres fréquences de la voix. Tu parlais du timbre de la voix. La voix, c'est pas un son unique. Non. C'est toute une gamme de sons. Et donc, la voix osseuse va porter d'autres sons que la voix aérienne. Donc, quand d'un coup, on entend sa voix juste par la voix aérienne, on la reconnaît pas. Ce qui est étrange, et là où il manque des recherches, c'est pourquoi dans quasiment 100% des cas, les gens vont avoir un sentiment de rejet de cette voix qu'ils ne connaissent pas. On n'a pas un sentiment de rejet pour beaucoup de voix de personnes inconnues qu'on rencontre, mais pour notre propre voix qu'on va entendre de l'extérieur, dans la majorité des cas, les gens vont se dire « c'est pas moi ». On n'a pas encore d'explication scientifique pour ça, mais... Donc, les gens devraient s'enregistrer et s'écouter pour apprendre. Et s'habituer à s'entendre. À s'entendre, parce que si tu entends ta voix puis c'est pas la tienne, tu l'aimes pas, puis... c'est bizarre un peu. C'est ça, t'as pas le choix. Mais c'est la réaction naturelle chez la majorité des gens qui n'ont pas été habitués à entendre leur voix de l'extérieur. On conclut là-dessus? Ben oui, certainement. Merci beaucoup. Donc, il faut s'habituer à écouter notre voix. Et à l'aimer. Oui. Et si on parlait voix? Parlons voix. Voix? Voix. Voix. Parlons voix.